Christian Bouvet, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. La vie politique glisse tout doucement vers les vacances, mais enfin, il reste quand même des sujets. Et il y a une espèce d'inquiétude un peu diffuse dans l'ambiance, dans l'atmosphère. Commençons par un sujet qui a surgi hier, parce que la Cour des comptes, sans surprise, a expliqué que le recours au cabinet de conseil ces dernières années, de la part du gouvernement, avait été excessif et surtout inapproprié. Les dépenses ont triplé entre 2018 et 2021 pour approcher les 900 millions d'euros. Comment réagissez-vous, vous qui venez de la société civile, où on est plus habitué à cette logique-là ? Alors moi je réagis déjà très positivement parce qu'on montre que le contrôle dans une démocratie marche, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord un rapport parlementaire du Sénat, il y a ensuite la Cour des comptes et il y a la nécessité ensuite pour et l'exécutif et le Parlement de prendre acte des conclusions et notamment de la transparence et des contrôles a priori et a posteriori. Je pense effectivement il faut prendre en compte aussi la période qui était celle du Covid, qui était très particulière, la nécessité d'agir dans l'urgence, un moment où beaucoup étaient finalement, notamment de nos fonctionnaires qui n'étaient pas dans les fonctions dites essentielles. Mais la Cour soulève aussi d'autres exemples, on a l'impression. Exactement. Donc je pense que on a encore dans notre pays une fonction publique et une haute fonction publique de qualité. Il faut l'armer également de nouvelles compétences, je pense au système d'information, cybersécurité. C'est pas des choses qu'on peut nécessairement externaliser. Donc je pense qu'il faut un bon dosage et les conclusions de la Cour des comptes vont dans le bon sens, tant dans les contrôles a priori et l'information donnée au Parlement. C'est ce que proposait également Stanislas Guerini, ministre de la fonction publique. Est-ce que les fonctionnaires, certes, sont très bons, mais est-ce qu'ils ne sont pas trop lents ? On fait bien son travail quand on est fonctionnaire. Dans un monde où il faut décider de plus en plus vite, ils sont décalés. Justement, je pense que la question, c'est est-ce qu'il faut vraiment décider de plus en plus vite ? C'est ça, cette espèce de dictature de l'urgence qui nous commande d'aller de plus en plus vite. Résultat, on a de plus en plus de lois, ce qui ne répond pas nécessairement à la situation. Je pense que parfois, il faut se donner un peu comme on fait en Allemagne ou dans les pays scandinaves, un peu plus de temps. En Allemagne, on fait beaucoup plus recours au cabinet de conseil. Oui, mais il y a aussi un recours. Oui, mais il y a pas la même tradition de fonction publique également. Et donc, moi, je pense que les cabinets de conseil peuvent avoir leur utilité dans les comparaisons internationales, chose qu'on ne fait pas suffisamment en termes de comparaison des pratiques, des politiques publiques par rapport à ce qui existe. Ça, c'est un premier point. Et là, on n'est pas équipé dans l'administration. On n'est pas suffisamment équipé, ça, où on n'a pas cette démarche systématique de ce qu'on pourrait appeler les benchmarks. Désolée de ces mots en anglais tôt le matin. Et pareillement, dans des situations d'urgence ou très exceptionnelles comme celle du Covid, ça peut aider. Mais sinon, je pense que il faut d'abord capitaliser sur la haute fonction publique et la fonction publique de qualité dans ces situations. Et pas être toujours dans l'urgence. Je pense qu'il y a la nécessité à un moment donné de poser des bons diagnostics, de se donner le temps et de pouvoir aussi infuser dans le débat public plutôt que d'être toujours dans l'urgence. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'aura pas anticipées et c'est pas bien. Dans 3 jours, c'est le 14 juillet. Il y a encore une crainte diffuse d'émeutes au soir du 14 juillet. Vous sentez cette braise encore vive dans le pays ? Elle peut rejaillir à tout moment. C'est ce qui s'est passé finalement à partir de quelque chose de très grave qui est l'homicide volontaire d'un jeune de 17 ans sur la voie publique par un policier. C'est parti. Donc oui, on est dans un climat qui est très volatile et qui est très imprévisible. Et donc il faut être extrêmement vigilant. Et c'est toutes les annonces de la Première ministre et du ministre Darmanin à la fois sur les mesures de prévention au feu d'artifice, etc. Et puis le déploiement des forces de sécurité sur tout le territoire. On aurait besoin quand même d'une allocution du président de la République ou d'une interview le 14 juillet pour ressaisir un peu cette nation. Alors ressaisir, c'est un terme un peu fort, Monsieur Barbier, mais en tout cas, je pense qu'il y a effectivement besoin à un moment donné, comme c'est le cas. Comme c'est l'habitude, comme c'est la pratique et la coutume, le rituel d'avoir notre chef de l'État qui, le 14 juillet, s'exprime et parle à nos concitoyens. D'abord parce que c'est une fête d'unité nationale et puis parce que c'est vrai que dans le contexte actuel, à la fois post-émeute urbaine et puis 100 jours après sa dernière allocution, il y a nécessité de revenir vers les Français et leur expliquer un peu où on en est dans la situation. Et leur dire que l'apaisement promis n'est pas là, mais qu'il faut continuer à le chercher ?
En fait, je pense que nous sommes aujourd'hui, et il faut l'accepter, dans une société très volatile, en fait. Je pense que la colère des retraites, elle est retombée, mais elle crée quand même une anxiété. Hein. J'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Ça crée du ressentiment, soit qui peut se traduire par du vote populiste, soit par un climat très électrique où la moindre incident imprévisible, là c'était peut être délétère. Est-ce qu'il faut reconstruire avec la loi d'urgence qui va arriver à l'Assemblée tout ce qui a été brûlé? Certains disent non, il ne faut pas reconstruire, comme ça ils brûleront pas, ils comprendront. Non. Moi, c'est inexplicable vis-à-vis des commerçants, des indépendants, des gens qui ont simplement vu leur véhicule qu'ils utilisent tous les matins pour aller travailler détruit. Donc, il y a nécessité aujourd'hui de se mettre en ordre de marche très très rapidement pour pouvoir. Je pense aux écoles, je pense aux bibliothèques, je pense aussi aux bâtiments publics, aux commissariats. Donc, non, il y a nécessité de revenir à une vie d'avant où ces territoires, quand bien même il y a des jeunes délinquants, ont aussi le droit d'avoir des services publics comme partout. Claire Hédon, la défenseur des droits, dit ce matin dans Le Parisien qu'il y a urgence à tracer les contrôles d'identité. Elle pointe ce malaise du contrôle avec soupçon de discrimination, de contrôle aux faciès. Vous êtes sensible à cela? C'est une question qui revient régulièrement. C'est une question qui revient régulièrement et je pense qu'il va vraiment falloir poser la question parce que c'est une question qui revient régulièrement et quand on entend même auprès de connaissances qui peuvent avoir des enfants d'origine différente, c'est vrai que même eux le pointent. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une table ronde avec la police d'un côté, les habitants de l'autre. Le temps n'est pas là. C'est comme le temps n'est pas au énième plan banlieue. Je pense que là il y a d'abord un temps de la fête nationale, il y a de la concorde, il y a un temps de la fermeté, parce que c'est aussi de l'ordre républicain et de fermeté, d'où le nombre record d'interpellations, le nombre d'incarcérations, peut-être pourquoi pas, ce que disait Madame Borne dans son interview au Parisien, des amendes forfaitaires dès la première infraction. Donc je pense que le moment est à l'ordre aujourd'hui, à la fermeté par rapport à ce qui s'est passé, parce que c'est très grave ce qui s'est passé. Mais il va falloir à un moment donné aussi et faire le bilan de ce genre de pratiques, notamment les contrôles d'identité, et également faire le bilan quand même de la politique de la ville qui montre ses limites depuis une trentaine d'années et qui s'est d'abord principalement investi dans le bâti et moins sur finalement la capacité aussi des hommes et des femmes de ces quartiers de pouvoir s'émanciper et construire leur vie. Dans ce contexte, la chanteuse Isia a décrit le lynchage du président lors d'un concert. Elle fait aujourd'hui d'ailleurs son mea culpa. Mais qu'est-ce que cet incident dit de notre société et puis aussi des artistes de gauche, comme on dit, des artistes engagés? Non, mais j'ai revu. Alors, j'ai d'abord vu les propos, je les ai lus, puis j'ai vu la vidéo et je me suis dit, mais j'ai halluciné, quoi. Donc, c'est quoi, c'est l'ivresse d'un concert ou Non, mais il faut que tout le monde. Enfin, c'est ce que je disais, mais je pense qu'il faut que tout le monde ait besoin de vacances, quoi. C'est-à-dire qu'entre Madame Higelin, là, qui dit des énormités d'appel à la violence, ou un Retailleau qui parle de régression, enfin vers des origines. Enfin, tout le monde, les gens ne se rendent plus compte de la responsabilité qu'ils portent dès lors qu'ils portent une parole publique. Mais qu'est-ce qu'on fait? Que ce soit un sanctionne artiste, ou on dit liberté d'expression? Ah non. Il y a liberté d'expression, mais ça ne veut pas dire qu'on peut appeler au meurtre. Ça, c'est un délit. Il faut que ce soit sanctionné. Et c'est pas parce qu'on est un artiste qu'on a le droit d'appeler au meurtre. Je veux dire, c'est pas possible, ça. Dans Le Monde, le 1er juin, vous disiez c'est le RN qu'il faut combattre en priorité. Oui. Est-ce que c'est toujours vrai après les émeutes et les positions, notamment de Jean-Luc Mélenchon, contre l'appel au calme? Alors, je disais qu'il ne faut pas détourner notre attention de la vraie menace. Il y a ceux qui font du bruit, il y a ceux qui font le bruit jamais. Et la fureur, mais qui n'auront jamais les 50% plus une voix qui leur permettent d'arriver au pouvoir en 2027. Et pendant ce temps-là, avance le RN. Ce qui ne minore pas la dangerosité de leurs propos. Hein, on est d'accord. La dangerosité du RN, là, c'est parce qu'ils ont une
probabilité, une capacité d'arriver au pouvoir qui est bien plus grande que LFI, dont les propos sur la police qui tue les disqualifient d'office. Mais le RN a toujours bloqué aussi, parce que d'abord, il ne trouve pas d'alliés à droite, et puis à un moment donné, il y a le problème des compétences et du programme. Je pense que les digues sont en train de lâcher progressivement, à l'image de ce qui existe dans un certain nombre de démocraties parlementaires européennes, dans lesquelles vous voyez des alliances entre les droites conservatrices et l'extrême droite ou les droites nationales. C'est quelque chose, c'est des scénarios qu'il ne faut absolument plus écarter aujourd'hui. Et ce qui se passe, les manifestations qu'on a vues de LFI, etc., avec des élus en bandeau, ne quittant pas des manifestations qui disent que la police, qui condamnent la police en disant qu'elle tue, pour moi, c'est de la machine à voter RN en quantité industrielle. Quand ils vont, au comité Traoré dans ces manifestations, ils travaillent pour le RN en pensant travailler pour la révolution. Oui, voilà, c'est-à-dire que moi je le pense, c'est ce que j'ai dit, c'est les idiots utiles. C'est même pas les alliés objectifs, c'est les idiots utiles. Le Parlement va être en vacances, comme on l'a dit, mais est-ce que d'ici là, vous avez besoin d'un remaniement pour relancer l'action du Parlement? C'est-à-dire des ministres qui arrivent avec une énergie neuve, des textes neufs, pour un Parlement qui a besoin de nourriture? Alors des textes neufs, on a quand même voté des choses importantes. Entre là en ce moment est en train d'être décidée une loi de programmation sur la justice. On a une loi de programmation militaire très importante, une loi de programmation aussi sur le ministère de l'Intérieur. Donc on fait des choses. Oui. Ça marche. Après le remaniement, c'est vraiment une prérogative du président de la République et j'ai pas à commenter. Mais c'est indifférent pour le Parlement qui est tel ou tel ministre, telle ou telle équipe. Ah non, c'est pas indifférent. Non, c'est pas indifférent parce qu'on a besoin effectivement de ministres qui portent, qui incarnent, qui ont la crédibilité aussi de pouvoir, comme le disait Madame Borne, délivrer sur les promesses dans des secteurs sur lesquels on est profondément attendu. Je pense notamment sur la question de promesses républicaines. Ouais. Et il y a la loi sur l'immigration. Bon, l'accord avec les LR semble impossible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller au vote et peut-être un 49.3. Qu'est-ce qu'on fait? Vous suggériez une convention citoyenne. Mais les textes sont là, ils sont prêts. Une convention citoyenne, ça prend un an. Enfin, vous me parliez d'urgence en début d'interview. Il faut quand même se dire que ça fait depuis 20 ans que tous les 18 mois, tous les 2 ans, tous les 24 mois, on vote une loi sur l'immigration. Voilà. Donc je pense que ça veut dire quoi? Soit ça veut dire que les lois qui ont été votées précédemment étaient inefficaces, soit ou n'anticipaient pas des situations, donc il faut pouvoir se donner le temps et le bon diagnostic, soit c'est de la façade. Donc je pense que se donner le temps sur un sujet aussi compliqué qui mêle le démographique, l'économique, le culturel, le géopolitique, bientôt le climatique, parce qu'on va aussi avoir des réfugiés climatiques, et combattre également des idées reçues. Si vous lisez les derniers textes de Didier Lesky, qui est le président de l'Office d'immigration, 90% des personnes qui sont en situation illégale dans notre pays sont venues par des voies légales. Voilà. Et sont restés après. Donc tout ça nécessite un diagnostic. Je pense que notre convention citoyenne pourrait être posée. Mais ce n'est pas la voie qui est choisie. Et moi, je salue l'équilibre que nous cherchions à avoir entre ceux qui travaillent, qui s'inscrivent dans les règles de la République et ceux qui ont vocation à partir parce qu'ils n'ont plus rien à faire ici. Il nous reste 10 secondes. Êtes-vous une députée heureuse un an après votre élection? Oui, et moi, je ne regrette pas mon choix, en tout cas. Je suis très heureuse de faire partie de cette aventure. Non, je suis surtout très honorée de pouvoir servir mon pays. Astrid Panosyan, merci et bonne journée. Merci. Merci, on retiendra le moment est à l'ordre et à la fermeté aujourd'hui et il va falloir ensuite faire le bilan. Christophe Barbier, on vous retrouve demain en compagnie de Nicolas Forissier, député LR de l'Indre. À demain. Radio J, retrouvez le Barbier du matin.